Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal régional dont voici le sommaire. Des fouilles qui n'ont rien donné. Hier soir, les enquêteurs n'ont pas retrouvé le corps de la petite Fiona, morte et enterrée selon les aveux de Cécile Bourgeon et de son compagnon. Un rassemblement est annoncé demain devant l'ancien domicile du couple à Clermont. La 911 a 50 ans, l'un des plus prestigieux modèles de Porsche fête son anniversaire dans le Puy-de-Dôme. Avec 2 jours de balade et de tour de piste, plus de 600 véhicules sont présents. Triste date en revanche, le 28 septembre 1973, Fernand Reynaud décédait dans un accident de voiture. 40 ans après sa mort, nous verrons quelle place l'artiste auvergnat occupe encore dans les mémoires. Où se trouve le corps de Fiona? La question reste ce soir toujours sans réponse. Hier, durant près de 2 heures, les enquêteurs ont inspecté plusieurs sites à Aydat en présence du compagnon de Cécile Bourgeon, Berkane Makhlouf, mais sans résultat. Le point avec Laurence Couvrant et Jean Jazé. Un défilé de voitures vendredi à 18h30. Les recherches pour retrouver le corps de la petite Fiona s'arrêtent. Après les aveux mercredi de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf, les enquêteurs piétinent. Jeudi, la mère de Fiona les conduit dans la forêt sur les rives du lac d'Aydat. Peine perdue, la jeune femme ne retrouve pas où elle et son compagnon ont enterré la fillette. Si elle reconnaît avoir conduit la voiture ce jour-là, elle était sans doute sous l'emprise de stupéfiants. Même confusion vendredi avec le beau-père de Fiona, toxicomane notoire. Était-il trop fatigué après sa garde à vue, en état de manque ou voulant simplement brouiller les pistes? En 2 jours, les équipes de recherche se sont rendues dans 3 sites distants de plusieurs kilomètres, ne restant pas plus de 3 heures sur les lieux. Sans nouveaux indices, les recherches seront difficiles. La forêt est immense puisque la commune fait 56 km² et qu'il y a 1/3 de cette superficie qui est couverte de forêt. Alors difficile de faire des recherches sans savoir où éventuellement elle aurait été enterrée. Les recherches sont pour l'instant suspendues, le temps pour la police judiciaire d'affiner la zone de recherche à l'aide notamment des relais de téléphone. On sait que le couple était sur écoute. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf pourraient aussi être réentendus dans quelques jours, une fois reposés, en espérant qu'ils retrouvent la mémoire. Et sur les réseaux sociaux, certains se déchaînent aujourd'hui contre la mère de Fiona avec des insultes, des menaces diffusées principalement via Facebook. Sachez en outre qu'un rassemblement en mémoire de l'enfant est annoncé demain devant l'ancien domicile du couple à Clermont, ainsi qu'une marche blanche le 6 octobre. On passe à l'actualité politique. La droite forte est en campagne. Guillaume Pelletier, l'un des leaders de ce courant au sein de l'UMP, était hier soir à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier. Il a tenu une réunion publique en présence d'élus locaux. Au cœur des discours, la préparation de l'alternance. Reportage Christian Larneville, Fabrice Bruno Lebray. Et plus le temps passe, plus je m'aperçois que le bon sens, l'enracinement, la force des convictions, le caractère, le tempérament du monde rural, de ces 15 millions de Français, c'est un trésor. Pour préparer la reconquête et la renaissance de la France, la droite forte, l'un des courants de l'UMP, a décidé de s'adresser d'abord au monde rural, l'occasion de débattre et de proposer quelques idées comme le conditionnement du versement des aides sociales pour les étrangers à 10 années de résidence, ou encore le retour à la semaine de 40 heures. Si on veut sauver, aider les PME, les TPE, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, il faut travailler plus en gagnant davantage. Nous, on propose la semaine des 40 heures, c'est-à-dire 1 heure de plus par jour, mais avec une hausse significative du pouvoir d'achat qui permettra par un jeu de participation, d'intéressement aux salariés d'augmenter aussi leurs revenus. Une seule cible dans le discours, le gouvernement et son président qualifiés de faibles et démagogues, et des thèmes largement repris et développés à la tribune, l'immigration, l'Europe, les impôts, l'éducation ou encore la justice. S'en est suivi une série de questions-réponses, objectif faire émerger de nouvelles idées pour la reconquête. Nous sommes dans l'opposition. Et dans l'opposition, on a un devoir, c'est de bouillonner. Qu'il y ait des propositions audacieuses, qui bousculent, qui décoiffent, qui transgressent. Et puis, au fur et à mesure, et nous allons naturellement peaufiner, affiner, crédibiliser nos propositions. Hier soir, ils étaient près de 150 à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Des meetings comme celui-là, Guillaume Pelletier en anime 2 par semaine.
Plusieurs centaines de militants anti-vivisection se sont rassemblés cet après-midi à Ghana pour protester contre les tests sur les animaux à des fins cosmétiques ou pharmaceutiques. Ce secteur de l'Allier abrite en effet un centre d'élevage d'animaux pour les laboratoires, comme nous l'expliquent Christian Dorneville et Bruno Lebris. Une fois de plus, c'est la société Arlan qui est visée. Ce groupe mondial d'élevage d'animaux destiné aux laboratoires dispose d'un centre à quelques kilomètres de Ghana. Pour la deuxième fois cette année, les manifestants ont demandé la fin de cette activité. C'est une machinerie infernale, c'est le plus gros producteur d'animaux pour les laboratoires. C'est d'ailleurs lui qui a commencé en 1931. Un monsieur qui s'appelait Monsieur Arlan a décidé que ça allait être certainement extrêmement lucratif. Ce genre de commerce. Donc il l'a institutionnalisé, il l'a mis en route et depuis c'est devenu absolument indispensable. Donc où intervient l'économie dans l'indispensable de la chose, il y a de quoi s'interroger aussi certainement. L'appel à manifester avait été lancé par un regroupement de citoyens rejoint par de nombreuses associations de défense de la cause animale et des représentants d'Europe Écologie Les Verts. Sur notre site internet, en début d'année, le directeur de la société Arlan avait expliqué que l'élevage d'animaux pour des essais cliniques était encore aujourd'hui incontournable. Des arguments à nouveau réfutés par les manifestants. C'est vrai que d'élever des animaux pour les revendre en pièces détachées, comme une vulgaire voiture, pour tester des médicaments sur des morceaux de chiens, de chiots, je trouve ça inadmissible. Donc tout simplement, voilà, la vie est beaucoup trop précieuse pour qu'elle soit gaspillée, surtout quand il existe des méthodes alternatives beaucoup plus fiables, puisqu'elles sont faites sur des cellules humaines qui sont prélevées sous anesthésie, donc sans aucune douleur, et qui coûtent en plus beaucoup moins cher à la société. 350 personnes ont manifesté à Ghana, beaucoup moins qu'en janvier dernier, mais cette fois 37 manifestations identiques étaient organisées dans plusieurs pays d'Europe. On ouvre une page sportive avec la fin d'un long feuilleton qui a animé les coulisses de l'ASM autour de la succession de Vern Cotter. C'est désormais officiel. Franck Azema, actuel entraîneur des trois quarts clermontois, prendra la tête de l'équipe auvergnate la saison prochaine. Son adjoint sera le néo-zélandais Jono Gibbs. Pour présenter la nouvelle organisation du club, les dirigeants ont tenu une conférence de presse aujourd'hui au Stade Michelin. Jean-Luc Roussy, Alfonso Martinez. C'est un changement dans la continuité, mais la première grande décision du nouveau président de l'ASM, Éric de Cromière, et de Jean-Marc Lermé, le patron du sportif. La saison prochaine, pour remplacer Vern Cotter, c'est son actuel adjoint Franck Azema qui sera nommé entraîneur en chef. C'est une décision interne prise avec Vern, avec Jean-Marc, etc. Nous pensions et confirmée par toutes les expériences que nous avons aussi recoupées du travail de Franck à Perpignan, etc., qu'il était mûr pour assumer ses responsabilités et que ça, je dirais, donnait de la continuité dans le management de l'équipe. Ce qui est important, c'est de voir que l'ASM a une identité forte dans son jeu, qui a été mis en place maintenant depuis 7-8 ans par Vern et par l'ensemble du staff. Donc l'objectif, c'est de garder ça et bien sûr d'y apporter une patte personnelle, d'y apporter aussi mes convictions. L'objectif, c'est de ne pas faire un copier-coller de ce qui a pu être fait jusqu'à présent, c'est d'apporter aussi mon expérience et mon vécu. Franck Azema, épaulé par une pépite mondiale, comme le qualifie Éric de Cromière, le néo-zélandais Jono Gibbs, actuel entraîneur des avants, des Irlandais du Leinster. C'est quand même aujourd'hui l'entraîneur des avants du Leinster, qui est, je le rappelle, sûrement la meilleure équipe européenne des 5 dernières années. Il y est depuis 6 ans, il a gagné 3 H-Cup, un bouclier européen, un championnat domestique avec cette équipe-là. Donc je ne pense pas que dans le monde on puisse trouver un entraîneur des avants avec un palmarès comme celui-là. Un staff de l'ASM renouvelé mais pas bouleversé par le départ de Vern Cotter en Écosse, c'est le message que souhaite faire passer le club clermontois. L'ASM qui recevra Bordeaux demain à 12h30. Vous voyez la composition du 15 de départ avec le retour de Brock James associé à Morgan Parra, retour également de Zirakashvili en première ligne. En football, les Clermontois ont concédé le match nul hier soir à Nîmes, 1-1. C'est le 5e d'affilée pour les hommes de Régis Brouard qui ont ouvert le score à la 40e minute sur une frappe de Bétiol. Mais à la fin du temps réglementaire, ils ont encaissé le but de l'égalisation. Mauvaise opération pour le Clermont Foot qui a laissé filer l'occasion de se hisser sur le podium.
Difficile depuis 2 jours de circuler dans l'agglomération clermontoise sans croiser une Porsche 911. La voiture fête ses 50 ans et pour ce jubilé, 650 propriétaires venus de toute la France ont convergé vers l'Auvergne. Au programme, des balades dans les volcans et des tours de piste au volant de leur impressionnant bolide. Ambiance Claude Fayas, Alfonso Martinez. Élégante, racée, rapide, puissante. La Porsche 911 n'est pas une voiture, c'est un mythe. Des courbes parfaites, une pénétration dans l'air optimale, une musique reconnaissable entre mille et encore bien plus si affinité. Le bruit, les couleurs. Je veux dire la passion de cette voiture. Magique. Magique, j'ai le cœur qui bat encore. Ça, c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Fiabilité, plaisir, sensation. J'attends mon épouse, je suis en retard, je suis désolé. Depuis sa création, la quinquagénaire n'a pas pris une ride et n'a en aucun cas perdu de sa fougue. Alors, rien ne vaut un petit tour de piste pour découvrir ce qu'elle cache sous le capot. Depuis le début de l'événement, j'ai trouvé que tout le monde était très respectueux des règles, très respectueux des autres. Et j'ai l'impression qu'on est entre gentleman drivers et que tout se passe très bien. Des gentlemen qui ont pour la plupart assouvi un rêve de gamin en achetant leur première 911. Mais du côté de chez Porsche, on nous l'assure, cette voiture de prestige n'est pas réservée à une élite. Une 911, c'est une voiture qui est également accessible. On peut trouver une 911 à partir de 20 000 €. Ça peut monter jusqu'à 200 ou 250 000 €, mais c'est d'abord une voiture de passion avant d'être une voiture exclusive. Et comme on le sait, la passion n'a pas de prix. Enfin, presque. Classé grand site de France depuis 1 an, le Puy-Marie accueillait dernièrement une réunion de tous les sites labellisés dans l'Hexagone. Parmi les préoccupations communes, cette question, comment se préserver du tourisme de masse? Élément de réponse avec Pascal Félix et Bruno Lebré. Le Puy-Marie et tout autour ses vallées, ses crêtes, son paysage préservé qui lui ont valu son label. Le Puy-Marie est le dernier entré au club très restreint des 13 sites reconnus exceptionnels. L'enjeu pour ses responsables est de gérer le tourisme de masse, aidé par l'expérience des labellisés plus anciens. Nous avons des grands sites qui accueillent, comme ici, 500 000 visiteurs. En d'autres lieux, c'est 1 million, 1,5 million de visiteurs. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, en fonction de la configuration, il peut y avoir excès, surfréquentation et donc danger, création de nuisances. Organiser l'accueil de centaines de milliers de touristes, c'est par exemple réfléchir aux toilettes publiques. Celles du Puy-Marie sont désormais approvisionnées en eau grâce au ruissellement de la montagne. Après, l'eau usée, mais ça passe ici, sous nos pieds, où on a en fait des noix de coco. Bon, pas les noix, bien sûr, ce sont les fibres de coco. C'est utilisé ici en tant que filtre et après, c'est rejeté dans la montagne comme de l'eau claire qui est complètement dépolluée. La philosophie du label, c'est préserver à la fois la manne touristique et les sites naturels. C'est protéger le site, mais pas en le mettant sous cloche, protéger en le faisant mieux connaître, protéger par la connaissance, par la sensibilisation à la fragilité du site, de son environnement, de sa faune, de sa flore, et par de la pédagogie. Et l'idée, c'est que plutôt que tous ces visiteurs se concentrent sur le sommet, sur le cœur de site, qu'on puisse diffuser cette fréquentation. Lors des précédentes réunions, les gestionnaires des grands sites de France ont inventé l'idée d'écomobilité touristique. Il s'agit en fait de navettes qui prennent le relais des voitures des visiteurs pour les emmener sur place. Une idée qui sera effective d'ici 1 ou 2 étés au Puy-Marie. À 4 jours de l'ouverture du sommet de l'élevage, on s'arrête à présent sur cette initiative à Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. Une coopérative d'éleveurs, la Sicaba, est en pointe dans la filière de viande bio. Engagée depuis des années aux côtés de ses adhérents, elle les accompagne dans leur démarche de qualité et a mis en place des circuits de distribution pour vendre et valoriser leur production. Succès à l'arrivée, les débouchés sont là. Il faudrait même d'autres éleveurs pour répondre à la demande. Explication
Explication Béatrice Nguyen, Christian Warneville. La viande bio représente 35% des abattages du SICABA. Elle ne dépassait pas 4% en 1995. La coopérative avait alors ouvert ses portes à quelques éleveurs pionniers du bio et depuis elle a développé la filière. Et pour répondre à la demande croissante, elle a même dû faire appel à des producteurs de régions voisines. Ils sont 150 au total à lui fournir bœuf, veau, porc et moutons. Parmi eux, Hélène et Olivier Richard qui en 2009 ont fait le choix du bio pour leurs 90 vaches allaitantes et tirent aujourd'hui un bilan positif. Économiquement, il n'y a pas de souci, on s'en sort. Ensuite, d'une manière plus générale, c'est une remise en question sur les pratiques qu'on avait avant. Et sûr, on ne ferait pas machine arrière aujourd'hui. Donc on continue, on y croit et je pense que c'est une agriculture qui peut se développer dans l'Allier. Plus de produits chimiques ni phytosanitaires, des rotations des cultures pour préserver les sols. Ce sont là aussi les pratiques adoptées depuis 25 ans par Bertrand et Jean-Marie Rouault. Pour leurs 300 brebis, ils sont parvenus à une autonomie alimentaire totale, réduisant ainsi les coûts de production jusqu'à 2 fois plus élevés en bio. Leur démarche a trouvé un écho auprès de SICABA. L'important, c'est que derrière nous, il y ait des gens qui continuent la qualité par l'intermédiaire de l'abattoir, et après des bouchers qui font la même chose pour aller jusqu'au consommateur. Et SICABA, c'est vraiment le bon choix parce que c'est de la taille humaine, on a encore des gens en face de nous, on peut parler de qualité facilement en fait. Éleveurs, abatteurs, distributeurs engagés ensemble, c'est ce qui a permis à la coopérative de Bourbon-l'Archambault de développer sa filière bio. Un quart de cette production est vendue à des grossistes, un quart à la restauration collective, un quart à des magasins bio et le dernier quart à des bouchers indépendants. Un boucher qui fait du bio, il a un contact direct et on ne peut pas faire un circuit plus court. Un magasin bio spécialisé également et sont en pleine croissance, à la fois en nombre de magasins et puis en termes d'écoulement de produits. Il faut savoir qu'ils sont sur des croissances entre 5 et 15%, suivant les enseignes. Donc à nous d'être à leur côté et puis de faire une offre viande de qualité. SICABA a lancé sa marque bio au cœur de terroir, seulement en région parisienne, faute d'un approvisionnement suffisant pour l'instant. Le marché du bio se développe, mais le nombre de conversions d'éleveurs, lui, a diminué de 30%. Les incertitudes sur la renégociation de la PAC expliqueraient cet attentisme. Moment d'émotion ce matin lors de l'inauguration d'une rue Fernand Reynaud au Chais-sur-Morge. Il y a 40 ans, jour pour jour, l'artiste nous quittait. Sa voiture s'écrasait contre le mur du cimetière de la commune. Aujourd'hui, une plaque était dévoilée en présence de sa veuve, Renée Reynaud. On l'écoute au micro de Valérie Mathieu. C'est beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion, oui. Merci. Excusez-moi. Ça me touche beaucoup. En plus, ici, tout le monde est chaleureux, on est bien reçus. C'est tellement formidable. Là, je sens que Fernand n'est pas oublié. La mairie du Chais-sur-Morge accueille d'ailleurs jusqu'au 4 octobre une exposition dédiée à Fernand Reynaud. 40 ans après sa mort, que reste-t-il du célèbre artiste comique auvergnat? Quel héritage pour les jeunes générations? C'est qu'en souvenir avec Nordine Mohamedi et Arthur John. Un comique, un type qui raconte des histoires, il ne va pas chercher comme vous, comment il va trouver. Son but, il raconte une histoire, comme au bar avec des copains, pour le faire rire, et puis c'est tout. Il ne va pas penser, on ne pense pas, nous. On ne pense pas. C'est ici que s'est terminée la vie de Fernand Reynaud le 28 septembre 1973 au Chais-sur-Morge. En fin de journée, l'artiste revenait de Paris au volant de son coupé Rolls Silver Shadow. Sa voiture a quitté la route avant de heurter une bétaillère et de venir s'écraser littéralement contre ce mur. Alors, 40 ans après sa disparition, que reste-t-il du plus grand artiste comique des 30 Glorieuses? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Et nous allons aussi aller du côté de Saint-Germain-des-Fossés, où il repose. À Saint-Germain-des-Fossés, 3700 habitants, Fernand Reynaud fait partie du quotidien. Il a son avenue, son espace culturel et depuis une semaine, une plaque à l'entrée de la partie nouvelle du cimetière, où il repose depuis le 1er octobre 1973. Finalement, l'auteur du 22 à Asnières ou des Croissants n'est pas si oublié que cela. Nombre d'expressions utilisées dans ses sketchs sont restées dans le langage courant. Ingénieur à Grenoble, gros d'enfant, c'est étudié pour. Ces mots à lui sont devenus les nôtres. Papa, quoi? Le
un jour, il pleuvait. Et en voyant cette pluie qui créait sur le sol quelques petits rues, qui allaient grossir des ruisseaux, qui eux-mêmes, dans mon imagination, allaient amplifier des fleuves. Et je voyais ces fleuves, avec leurs milliards de mètres cubes d'eau, qui rentraient constamment dans les océans. Pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder? Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais? Évidemment, on se souvient plus facilement de son humour quand on a près de 50 ans. Mais pour les plus jeunes, il reste parfois un petit quelque chose. Et il a le droit de s'instruire. Je sais qu'il faisait beaucoup de mimiques et qu'après, il déformait un peu son visage pour faire rire les gens et tout. Il avait souvent un chapeau et tout, quoi. Non, désolé. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas souvent. Donc les jeunes n'apprécient qu'à partir du moment où ils le voient. Dès lors qu'il n'est pas très exposé, ils ne le voient pas souvent. Donc, mais moi, j'ai vu les jeunes rire en voyant Fernand Reynaud pour la première fois. Voilà, c'est plutôt bon signe. Mais est-ce que vous le voyez souvent à la télé? Voilà, vous avez la réponse. Si je vous dis, Toto, mange ta soupe. Je vous dirais bon appétit. D'accord. Ça vous fait penser à un artiste ou pas? Pas du tout. Si je vous dis Fernand Reynaud. Plus, oui. Deux noms. Ouais. Deux noms. Après, c'est peut-être... je sais pas, je suis peut-être trop jeune. C'était un peu le Coluche d'avant. Et aussi incroyable que cela puisse paraître aux moins de 40 ans, peut-être un peu plus que cela même. Fernand Reynaud a grandi en tant qu'artiste avec la télévision, à une époque où l'offre ne se résumait qu'à une chaîne ou deux. Il était incontournable. Alors Fernand, je sais, tu es en vacances ici en ce moment. Seulement, tu vas quand même travailler un petit peu. Alors, tu vas nous présenter Mike Brandt. Tu es d'accord? Oui, comment on dit, Mick Brandt ou Mike Brandt? Il paraît qu'on dit Mike Brandt. Il y a beaucoup de filles qui ont la maladie de la Mike Brandt, hein. Cette dernière apparition met fin à près de 30 ans de présence médiatique, durant lesquels Fernand Reynaud a imité non pas les politiques ou les personnalités marquantes d'un pays, mais plus simplement les gens, les monsieur tout le monde. Un peu de lui, un peu de nous tous en fait. Je mange bien une andouille. À ce heure-là, les enfants ne mangent pas d'andouille. Alors pourquoi tu me l'as demandé? Il a été le précurseur de la caricature sociale, parce qu'il faisait des analyses sociales, et même sociales et politiques très intéressantes, dont s'inspireront les Coluche, etc. après. Voilà, pour moi, c'est ça aussi, Fernand Reynaud. C'est moi que je suis venu il y a 2 jours chercher mon costume. Vous vous souvenez de moi? Je m'excuse de vous demander pardon. Seulement, c'est les copains. Ils m'ont dit, ton nouveau costume, c'est pas qu'il te va mal, il te va même bien, au premier abord. Seulement au deuxième abord, en regardant bien, ils m'ont dit, là, il y aurait comme un défaut, ça ne nous étonnerait pas. Pour comprendre le comique au musical, il faut être d'une intelligence supérieure, très fine, très subtile, au-dessus de la moyenne, être un petit peu coquin, presque vicieux. Et puis, ceux qui ne comprennent pas le comique, tant pis pour eux. On leur laisse Paul Claudel ou la musique classique. Tant pis pour eux. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo, puis l'information nationale. Très belle soirée sur France 3.